Alors, on va déjà franchir tout de suite l'étape du mot. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot et que ça inquiète. Alors, l'Uchronie, c'est quoi? C'est un type d'histoire fondée sur le même genre de processus que l'utopie, sauf qu'au lieu du temps, au lieu de l'espace, on a le temps. Donc, c'est une sorte de non-temps que l'on va raconter. C'est-à-dire, on va reprendre un fait historique ou un pan de l'histoire et le tourner différemment de la façon dont il s'est passé. Alors, pour parler de ces jeux avec l'histoire, on a ici 4 invités prestigieux. On va commencer tout de suite par Yves Grevet. Yves Grevet, qui est un célèbre, évidemment, écrivain pour la jeunesse, quasi exclusivement, il me semble. Oui. J'ai pas lu beaucoup de textes adultes, non. Il me semblait bien. Non, je suis jeunesse. Voilà, donc auteur notamment de Métaux, qui est une dystopie. On parlera aussi de la dystopie par extension justement à ces jeux sur l'histoire. Tu as eu beaucoup de prix, il me semble, dont le prix Tam Tam, voilà, qui est un des plus célèbres. Et tu as écrit aussi notamment la série Nox. Voilà. À ses côtés, Estelle Faye. Bonjour. Estelle Faye, qui a commencé à publier encore récemment, 2011, 2012. Fin 2012. Avec un roman qui jouait déjà avec l'histoire, qui s'appelle Porcelaine. Il jouait notamment avec l'histoire chinoise, on y reviendra. Récemment, elle vient de faire paraître une trilogie chez Scrinéo, La Voix des Oracles, qui joue là avec un espace gallo-romain. La fin de l'Antiquité, et puis c'est même plus que gallo-romain parce qu'on va jusqu'en Orient, jusque sur la route de la soie, et on va aussi en Grande-Bretagne, derrière le mur d'Adrien, qui marquait la frontière tout au nord de l'Empire romain. Donc vraiment, c'est du grand voyage. Au 5e siècle. À ses côtés, Laurent Jeunefort. Laurent Jeunefort, qui est un auteur de science-fiction. Il n'a écrit que peu de fantaisie. D'une certaine façon, il en a écrit beaucoup aussi, puisqu'il a écrit Alaët et Horde, mais dans son œuvre pléthorique, ça reste un pourcentage finalement assez infime. Laurent vient de sortir aux éditions critiques Spire, qui est un pur roman de space opéra. En termes d'Uchronie, il a écrit dans le recueil Divergence 001, une uchronie concernant Marie Curie. Voilà. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque Johan Elio, qui est à ses côtés, a lui aussi... Non. C'est ce qu'on m'avait dit. Pardon. Mais j'arrivais pas à le croire. A lui aussi donc publié dans cette anthologie ici chez Flammarion pour la jeunesse. Mais il est aussi également l'auteur d'une trilogie essentielle à l'Uchronie française. C'est la trilogie de la Lune, qui est publiée chez Mnemos, dont le premier volume, par exemple, a comme personnage principal Jules Verne. On y reviendra aussi. Et d'ailleurs, dans une autre vie, tu as été prof d'histoire. Donc l'histoire, ça te connaît. Oui, alors voilà, j'ai enseigné brièvement l'histoire, mais j'ai suivi des études d'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que naturellement, quand j'ai écrit mon tout premier roman, donc qui a débuté cette trilogie, j'ai mis ce qui était presque mon quotidien d'enseignant. La plupart des cours que je donnais tournaient autour du 19e siècle et des révolutions industrielles, puisque j'enseignais dans un établissement industriel, dans un lycée professionnel. Donc j'étais assez à l'aise sur ce terrain-là. C'est pour ça que j'ai choisi comme décor le 19e siècle. Et ensuite, quand il m'a fallu un héros, c'est tout naturellement que je me suis emparé de Jules Verne pour en faire le héros d'une histoire qu'il aurait peut-être pu imaginer lui-même. Alors j'ai dégagé justement un petit peu ce qu'était l'Uchronie brièvement, mais toi en plus qui es historien, est-ce que tu peux nous dire d'où vient en fait l'Uchronie, si elle a toujours été finalement présente dans la littérature, si c'est simplement un phénomène récent en termes d'édition et en termes d'écriture? Si on parle de l'histoire de la science-fiction, il
Il y a eu, alors, dans les siècles précédents, mais plutôt des auteurs à vocation philosophique qui se sont un petit peu amusés à jouer avec l'histoire, à réécrire l'histoire, à se poser des questions sur et si, et qu'est-ce qui se serait passé si tel événement avait été changé. Mais si on reste sur ce que je connais mieux, l'histoire de la science-fiction, si on veut parler des auteurs plus modernes, il y a d'abord eu moi, la première œuvre, on va dire, classique et relativement récente qui me vient à l'esprit, c'est Le Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, donc un texte des années 60, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est aujourd'hui adapté en série, et qui a imaginé, par exemple, que les nazis et les Japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et se partageaient le territoire américain de nos jours, enfin à l'époque contemporaine. Voilà. Un exemple typique d'Uchronie, sur un thème assez classique, voilà, ici, les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a donné lieu, hors science-fiction, par exemple, à d'autres œuvres qui sont devenues assez classiques. Je pense à Fatherland, un superbe polar de Thomas Harris, ou Robert Harris, je ne sais plus, je confonds toujours les deux. Enfin bref, Harris, Thomas ou Robert, je ne sais plus le prénom, et où on suit, par exemple, ça se passe dans les années 60, oui, exactement, et on suit l'enquête d'un policier allemand. Les nazis sont toujours au pouvoir, et les anciens dignitaires du régime nazi de la Seconde Guerre mondiale se font éliminer les uns après les autres, et on suit cette enquête glaçante. Enfin, c'est un pur chef-d'œuvre du genre, à mon sens. Enfin voilà, et ensuite... il y a eu tout un pan, il y a eu plusieurs auteurs américains d'abord qui se sont intéressés au genre, qui ont créé, alors je vais entrer dans des détails un petit peu techniques, qui ont créé un sous-genre particulier d'Uchronie, qui est celui qui m'intéresse, le steampunk. Donc steam, c'est la vapeur en anglais, tout simplement. Donc ça désigne les histoires de science-fiction qui vont se dérouler au siècle des machines à vapeur, si vous voulez, pour faire simple, 18e, 19e siècle. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si le futur était arrivé plus tôt, si on avait eu des machines à calculer super développées, donc des ordinateurs qui pouvaient marcher à la machine à vapeur à cette époque-là, par exemple. Et ils se sont amusés à construire plusieurs romans autour de ce genre d'idées. Et ça, ils ont fait ça, ces auteurs américains dont je vous parle, dans les années 70-80, si ma mémoire est bonne, Jeter et ces gens-là. Oui, c'est les années 80. Je parle sous l'autorité de mon camarade. Oui, c'est ça. Voilà. Le terme steampunk, il date de 87, je crois. Bon, voilà. C'était une lettre de Jeter, je crois. Et l'Uchronie L'Uchronie, en fait, la première Uchronie, elle serait française, a priori, puisque c'était si Napoléon avait gagné ces guerres, et donc c'était un napoléonien, un fan de Napoléon qui avait écrit ça. Louis Geoffroy. Voilà. Donc c'était la première Uchronie marquée en tant qu'Uchronie, enfin avec l'apparition du mot. Et en tant que genre, je crois que vraiment c'est apparu avec Pavan de Keith Roberts, qui est vraiment un jalon très important dans l'histoire du genre. Et pour moi, c'est un peu la naissance, parce que c'est même si l'œuvre de Dick elle est un peu antérieure, ça n'avait pas été considéré comme la naissance du genre, en fait. À partir de là, on s'est dit c'est peut-être un genre qui est en train de naître. Il y a un philosophe qui s'y intéressait, qui s'appelle Charles Renouvier, qui aurait d'ailleurs créé ce terme d'Uchronie en publiant un livre qui s'appelle Uchronie. Et ça date de 1800, fin du 19e siècle, la fin du 19e, quoi qu'il en soit. Et c'est là où en fait on arrive justement à ce côté de conceptualisation d'une histoire qu'on est en train d'écrire et de la notion de jeu. Parce que finalement, quel est l'intérêt de créer une histoire alternative? Dans d'autres pays, l'Uchronie s'appelle plutôt histoire alternative. Quel est l'intérêt de créer une histoire alternative? Qu'elle soit d'ailleurs pour la jeunesse, on pourra poser cette question à Ève Grevet aussi, ou pour les adultes. Estelle? En fait, l'Uchronie, j'ai commencé à m'y intéresser quand on m'a parlé d'un roman américain qui, hélas, c'est pas traduit. Donc voilà, je vais vous parler d'un truc qui n'est pas accessible en français, qui est de Harry Turtledove, un auteur à la base de romans d'histoire militaire, et qui s'appelle The Guns for the South. Et c'est un roman qui dit qu'en gros, pendant la guerre sudiste contre nordiste aux États-Unis, les sudistes, par un procédé qui est dans le roman,
disposent d'AK-47, ce qui change radicalement le cours de la guerre. Et en fait, la grande question que pose ce roman, au-delà de ça, au-delà de cette petite différence, c'est est-ce que ça va radicalement changer le cours de toute l'histoire ? Est-ce qu'on va arriver à une humanité complètement différente ? Ou est-ce qu'au final, l'histoire ne va pas retomber sur ses pattes quand même ? Et la question que pose l'Uchronie, pour moi, enfin la question qui m'intéresse beaucoup dans l'Uchronie, c'est est-ce que si on change une petite chose, on change radicalement le cours de l'histoire ? Est-ce que dans un temps différent, des êtres humains peuvent se révéler radicalement différents ? Ou est-ce que l'histoire finit toujours par retomber sur les mêmes pattes, sur les mêmes rênes ? Est-ce que vraiment il y a une sorte de progrès qui va arriver de toute manière, ou d'horreur qui va arriver de toute manière ? Est-ce qu'il y a un côté inéluctable au temps ? Est-ce qu'il y a un côté inéluctable au caractère des êtres ? Ça, c'est par exemple quelque chose qui m'avait beaucoup choqué dans un film récent. C'est une uchronie sur un personnage qui, dans un premier temps, voyait toute sa famille décimée dans des conditions atroces et se retrouvait abandonné à l'écart de tout, et qui revenait donc pour se venger. Dans la version uchronique, sa famille n'est plus décimée, mais quand même, c'est un grand méchant qui veut faire péter le système. Mais là, on ne sait plus pourquoi, en fait. Et voilà, ça aussi, ça m'avait choqué. Et c'est cette idée de dire que, quelle que soit l'histoire, finalement, le méchant, il restera le méchant. Et ça, pareil, c'est un peu aussi en réaction contre ça que j'ai voulu écrire de l'Uchronie, c'est pour dire non, si on change l'histoire, on peut aussi changer les gens à l'intérieur. On peut changer le parcours des êtres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout à coup, on arrive avec une toile blanche et plein de questions, et comment on va y répondre ? Moi, j'ai l'impression que l'enjeu a changé en fait, ces dernières années. Comme tu disais, en fait, il y a une époque où l'enjeu, c'était de restituer... en fait, il y avait finalement qu'une seule ligne temporelle, qu'on respectait ou pas, où on se demandait si on allait retomber sur les pattes ou pas. Mais on avait ça déjà dans la thématique du voyage temporel. Dans Un coup de tonnerre de Ray Bradbury, c'est des gens qui vont faire des safaris dans la préhistoire et ils doivent rien toucher. Il y en a un qui écrase un insecte et quand il revient, la situation politique a changé. Ça a changé l'histoire de l'humanité. C'est l'effet papillon. Voilà, une sorte voilà, exactement. Et donc le questionnement par rapport au temps, c'est un questionnement qui est classique, on va dire, jusqu'aux années 90, pour moi, où finalement on a intégré l'idée du multivers, quelque part. Et en fait, finalement, c'est devenu moins prégnant maintenant, c'est devenu moins important d'absolument garder l'intégrité de notre fil temporel. On a intégré le fait que il peut y avoir plein de trucs parallèles. En fait, on s'en fiche. C'est un truc parmi d'autres parce que tout peut exister d'une certaine manière. Et toi, Yves, ton roman sont imprégnés d'histoire aussi. Donc, oui. Alors moi, mon histoire avec l'Uchronie, en fait, j'étais très admiratif de tout ce qui a été dit avant parce que moi, j'ai pas du tout de culture, de ce genre-là, du coup, même de science-fiction. En fait, moi, mes références, elles sont très les séries, les films. J'ai très peu lu de science-fiction finalement avant de commencer à en écrire. Et quand j'ai écrit Métaux, en fait, je suis parti d'une situation initiale qui était très bizarre au départ, une sorte une situation un peu traumatisante où on empêcherait des enfants de grandir. Et à partir de ça, j'ai construit un monde autour en me disant ce monde-là, je ne vais pas pouvoir le situer dans une temporalité normale, c'est-à-dire ça ne peut pas être historique, ça ne peut pas être aujourd'hui, donc je vais réécrire l'histoire. Et donc j'ai réécrit l'histoire, moi c'est à partir de la guerre de Corée, j'ai imaginé qu'à partir de la guerre de Corée, il y avait une troisième guerre mondiale qui démarrait, cette fois-ci avec toutes les armes possibles, c'est-à-dire bactériologiques, mais aussi l'arme atomique, etc. Et que donc ça changeait radicalement le monde d'un coup. Et alors j'ai découvert le mot Uchronie, alors c'est là où j'ai honte. Je suis interviewé par quelqu'un qui me dit vous avez écrit une uchronie et moi j'ai peur de passer pour un con donc je dis oui. Je dis oui comme ça et en me demandant, je dis oui. Nous en sommes tous là. Ou une histoire alternative. Oui, voilà. Il me dit ça et sur le coup je me dis oui. Bon voilà, uchronie, je voyais bien à peu près ce que ça pouvait être quand même. Et puis le soir je demande à un de mes fils, je lui dis tu sais ce que c'est une uchronie? Donc il tape sur Google et il me dit, puis je dis super. J'ai bien répondu, j'ai bien écrit une uchronie. Donc c'est pour dire que voilà, moi la démarche elle est totalement différente. Et après c'est là où je me suis intéressé au genre. C'est là où j'ai découvert aussi le livre de Cadic. Je connaissais Cadic, j'avais lu quelques trucs de lui, mais pas celui-là finalement, qui était quand même un
un de ses chefs-d'œuvre en fait. Et voilà, c'est un peu mon aventure par rapport à ça. Et moi, souvent, c'est ça. Je pars d'une situation et après, je construis le contexte par rapport à l'image que j'ai eue au début ou la situation. Et je ne pense pas vraiment à construire le contexte au départ. En fait, plus dans Métaux, où effectivement, tu pars d'une situation qui est extrêmement familière, notamment avec ce choix d'appeler l'endroit où ils habitent une maison. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on sait que justement ces enfants à l'intérieur de cet endroit ne peuvent pas vivre comme ils l'entendent. Donc quel est justement ce rapport à la fois avec l'histoire que tu as eue, mais le rapport également avec finalement ce qui fait de nous des êtres humains. Comment as-tu lié ces deux choses fondamentales dans ton livre ? Oui, en fait, je pars d'une situation où on élève, entre guillemets, des enfants d'une manière presque abstraite, c'est-à-dire on ne comprend pas très bien où on veut les emmener. Les enfants eux-mêmes ne comprennent pas où on va les emmener. Et moi, j'essaie de trouver une cohérence, un monde cohérent là-dedans. Et puis aussi, j'ai envie de faire progresser mes humains là-dedans qui, normalement, ne devraient pas réagir, ne devraient pas pouvoir aller contre cette machine qui est prête à les broyer et puis qui, finalement, arrive à décider eux-mêmes de leur destinée, à démonter le système, à le comprendre et à s'en échapper, quoi. Voilà, c'est un peu le propos du livre. Ce que je veux dire effectivement aussi, c'est qu'on a tous finalement, en écrivant ce genre d'histoire, un point de bascule dans la tête qui n'est pas forcément décrit dans le livre, ce qui ne sera pas forcément décrit dans Métaux, ou comme Estelle, qui ne sera pas forcément décrit dans La Voix des oracles. On ne saura pas quel est finalement ce point de basculement au départ, en tout cas, quoi. Comment on peut conceptualiser justement ce jeu littéraire, comment on peut arriver à l'écrire alors que finalement on ne donne pas les informations au lecteur. Alors, je ne sais pas exactement si je veux bien répondre à la question, mais en gros, il y a deux choses. L'Uchronie, c'est de jouer sur le « et si ». Donc moi, par exemple, je suis sur la fin de l'Antiquité, la période où en gros l'Empire romain à la fois devient chrétien et recule face aux invasions barbares. Et puis, dans mon Uchronie, tout à coup, l'Empire romain redevient païen et reprend la place qu'il avait cédée aux barbares. Alors souvent, la fin de l'Empire romain, ça a été vu comme une période très dure, très sombre, et quelque part, un retour d'un Empire romain puissant, ça semble être le retour d'un nouvel âge d'or. Mais est-ce que les choses sont aussi simples ? Ça, c'est mon point de départ. Et après, quand j'écris un livre, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de suivre des personnages, de mettre dans la peau des personnages. Et simplement, les personnages, ils ont les infos qu'ils ont sur leur univers. C'est comme nous, quand on avance dans la rue, on n'a pas toutes les infos sur tout le monde qui nous entoure. Donc vraiment, l'univers, on le découvre pour moi au travers des yeux des personnages, au travers de leur façon de voir le monde. Et après, il faut que ça soit assez clair pour que le lecteur suive. Et ça, c'est notre boulot, quoi. Mais c'est vraiment... c'est comme, a fortiori, quand on est dans des périodes assez anciennes, par exemple, c'est des personnages qui ne vont pas connaître la gravité, ça ne les empêche pas d'en ressentir les effets. Mais simplement, je ne vais pas dire, par contre, et donc là, c'est la gravité qui fait que quand il y a une pomme qui tombe de l'arbre, elle tombe par terre. Parce que, de toute manière, on n'explique jamais tout notre monde, quel que soit le genre qu'on écrive. Quand on écrit du polar, on ne refait pas l'histoire de toutes les villes dans lesquelles on passe en polar, enfin très rarement. Et là, c'est juste pareil, quoi. On donne ce que les personnages vivent, ce qu'ils ressentent. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Tu parlais de personnages, justement. Est-ce que quand on écrit ce genre d'histoire, donc des uchronies, finalement, que ce soit des personnages intimes ou des personnages historiques, est-ce que c'est pas avant tout, justement, un personnage qu'on choisit autour de cette histoire ? Après, mais c'est pareil, je pense que chacun a son point de départ dans des romans. C'est vrai que ce qui m'intéresse, peut-être aussi parce qu'à la base, je viens du théâtre, j'ai été comédienne, et ce qui m'intéresse avant tout, c'est de faire vivre des personnages, de leur faire vivre des histoires, de les voir évoluer, de les voir grandir. Je ne sais pas forcément où ils vont finir quand je commence le roman. Et par exemple, La Voix des oracles, c'était une série, mais avec l'éditeur, on s'était mis d'accord. J'écrivais le 2e tome que quand j'avais les retours sur le premier. Et j'écrivais le 3e tome que quand j'avais les retours des lecteurs sur le 2e. Ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, mes personnages changeaient un peu aussi de destinée en fonction des retours des lecteurs qui me disaient « Ah ben lui, par exemple, on est sûr qu'il a ça ou ça, de complexe dans son passé ou tout ça. » Et je me posais la question, je me disais « Oui, peut-être qu'en fait, les lecteurs, ils ont raison, quoi. Il y a peut-être un truc à creuser. »
Et je creusais le truc et je découvrais des choses effectivement intéressantes. Donc vraiment, les personnages, ils se construisaient au fil de la série, au fil des retours de lecteurs. Et c'est ça qui me pousse avant tout quand j'écris des romans, parce qu'autour, évidemment, j'aime la littérature de voyage, j'aime entraîner le lecteur dans d'autres univers et j'essaye de vraiment les rendre les plus immersifs possibles et d'ouvrir les plus grands horizons possibles. Mais avant tout, pour moi, ce qui touche, ce qui donne de la chair à un roman, ce qui fait qu'on va s'attacher à un roman, c'est vraiment quand on s'attache au pas d'un personnage ou de plusieurs. Donc c'est eux qui mènent l'histoire finalement. Quel que soit le genre, après qu'on dise uchronie, fantastique, polar, c'est avant tout des histoires humaines. Joanne ? Oui, juste préciser, voilà, peut-être pour rassurer une partie du public, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse d'histoire sur telle ou telle période pour lire ce genre d'histoire. Il suffit de se laisser emporter dans le récit, dans la narration, et peu importe si on n'est pas spécialiste de telle ou telle période, effectivement. Et pour rebondir sur les personnages, et voilà. Alors, ce qui est formidable, c'est que la vraie histoire, elle nous donne, enfin, moi, c'est mon point de vue, elle me donne clé en main des personnages, il suffit de s'en emparer, mais effectivement, pour les projeter dans mon univers à moi, pour en faire autre chose. Je donne un exemple, le méchant dans la première partie de la trilogie de la Lune, c'est Napoléon III, mais j'en ai plutôt fait une sorte de Dark Vador, en fait. Donc voilà, donc pas besoin de connaître la vie, l'œuvre de Napoléon III, voilà, pour je dirais, apprécier, du moins j'espère, le personnage tel que je le présente ensuite dans mon univers. Voilà, c'est un jeu avec les personnages historiques. Complètement. D'ailleurs, Laurent, toi aussi, tu l'as fait quand tu as écrit ta nouvelle sur Marie Curie. C'est avant tout un jeu avec le personnage de Marie Curie. Oui, alors moi, c'est assez bizarre. Moi, j'écris du space op principalement, et c'est vrai que j'ai jamais été très attiré par l'histoire. Ça n'a jamais été mon point fort. C'est peut-être aussi pour ça que j'écrivais sur le futur. C'est aussi et j'ai découvert en fait moi ce qui m'a intéressé, c'est moins le personnage de Marie Curie qu'on voit assez peu finalement en fait dans la nouvelle. C'est plutôt ça permet en fait de voir aussi quelles sont les grandes structures, de jouer comme ça avec l'histoire. Ça permet de prendre la matière historique comme hypothèse, puisque c'est ça, et donc ça permet de voir quand on décrit des ordinateurs à vapeur dans le 19e siècle, finalement c'est une façon de décaler le regard sur les vraies révolutions industrielles ou post-industrielles. C'est une façon de montrer un même objet, les ordinateurs à vapeur, comme si c'était vrai. Donc ça permet de regarder d'un œil neuf nos sociétés à nous. C'est un jeu en fait très macro en réalité. On est dans une simulation historique quelque part. Et donc moi, ce qui m'avait intéressé dans l'affaire Marie Curie, qui se passe dans un monde où la Première Guerre mondiale ne s'est pas arrêtée en 1918. Donc elle continue dans les années 20, dans les années 30. Et donc il y a un front qui s'est stabilisé. Mais l'arrière a réappris à vivre. Et finalement, la société continue avec la guerre. Et l'effort de guerre fait que le progrès technique continue. Et les premiers essais de bombes atomiques vont commencer dès les années 20. Et il va y avoir la première bombe atomique va exploser en Pologne. C'est les Allemands qui vont la faire sauter. Et Marie Curie va rapatrier les premiers irradiés pour les étudier, en fait. Et donc, c'était une manière pour moi de montrer que dès les années 20, même dans notre monde, en fait, on était finalement capable de construire une bombe. On était capable de fabriquer des missiles. On était, en fait, le progrès. Ce que je montrais, c'était la façon dont le progrès technique se nourrit de la politique et vice-versa. Donc c'était le sujet de la nouvelle, c'était ça. De la même manière que quand j'avais écrit une autre nouvelle qui était ma seule œuvre vraiment du Chrony avant celle-là, qui s'appelait Tank et qui était une nouvelle qui se passait dans un monde dans les années 50, où pareil je prenais la même base, mais où j'imaginais qu'est-ce que l'antisémitisme dans un monde qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et donc, qui n'a pas eu la rupture, la découverte des camps, etc. Et donc, voilà. Donc, je montrais qu'est-ce qu'auraient donné les sociétés occidentales en guerre si la Première Guerre mondiale s'était poursuivie
et quel sort aurait été réservé aux Juifs à ce niveau-là. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, on parle finalement du côté un peu ludique de l'Uchronie. Yves, par exemple, est-ce que finalement écrire ce genre d'histoire, ou plutôt réécrire l'histoire, est-ce que c'est une façon ludique, je parle pour la jeunesse par exemple, de leur raconter la vraie? Oui, de toute façon, quand on écrit, il y a cette part de jeu, de plaisir à faire ça. Moi quand je me suis dit il faut réécrire l'histoire du monde et redessiner la géographie du monde, pour moi c'était super, quoi. Je dessinais des cartes, tout ça. Enfin voilà, je redonnais des noms. Pour moi, c'est un truc qui était vraiment très enthousiasmant à faire. Et puis voilà, et en même temps, ça s'inscrivait complètement dans un truc totalement cohérent qu'on découvrait petit à petit. Et moi, dans Métaux, en plus, le héros, il découvre ça dans un livre d'histoire. C'est-à-dire, il a petit à petit, il a le droit à accéder à certains dossiers, en particulier des dossiers historiques qui lui racontent l'histoire du monde. Et il va comprendre toute l'histoire du monde comme s'il lisait un manuel d'histoire, sauf que ce manuel d'histoire, forcément, c'est moi qui l'ai écrit entièrement. Et du coup, pour moi, oui, c'est vrai, c'était vraiment un jeu, et c'est aussi une manière d'interroger l'histoire aujourd'hui, puisque une troisième guerre mondiale, c'est quand même quelque chose qui a plané au-dessus de l'Occident pendant très longtemps, jusqu'aux missiles de Cuba et compagnie. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même resté au-dessus de notre tête pendant très très longtemps. Et on sait très bien que si un troisième conflit avait démarré avec les forces en présence, on arrivait à une énorme catastrophe comme celle que je peux décrire dedans. Donc oui, c'est de toute façon, cette manière de faire ça, c'est aussi une manière de regarder l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, bien entendu, en vrai. Donc finalement, l'Uchronie, c'est une approche de... on aurait voulu savoir comment aurait pu se passer quelque chose d'une autre façon. Je me rappelle par exemple de Churchill qui, lui, a écrit, dans mes souvenirs, une des toutes premières Uchronies, mais sous forme d'essai, où il raconte comment Lee aurait gagné à Gettysburg et pas perdu. Moi, je me pose cette question justement de l'intérêt d'avoir cette démarche intellectuelle quand on est en plus politicien comme Churchill, de savoir pourquoi se poser ce genre de questions est importante. Est-ce que quelqu'un aurait un élément de réponse? Peut-être un historien comme... Tu me fais beaucoup d'honneur en parlant d'historien. Non, mais c'est une sorte de laboratoire historique aussi, c'est vrai, voilà, ce genre de récit. Et en réinterrogeant effectivement notre passé, de toute façon, c'est évidemment notre présent qu'on interroge, voilà, sur ces dérives, les possibilités de tension en termes géopolitiques, oui, la possibilité d'une troisième guerre mondiale, la question de l'antisémitisme, enfin, effectivement, tout ça fait écho de toute façon à ce qu'on connaît encore. Et là, c'est peut-être, oui, c'est... Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'est une sorte de laboratoire d'idées historiques aussi, hein, au-delà du récit, au-delà du côté ludique, ce sont avant tout des romans, ce sont avant tout aussi des divertissements, bien sûr, mais avec ce côté, on va dire, un peu plus sérieux sur le fond, peut-être par rapport à d'autres types de romans qu'on peut écrire les uns les autres, de poser ces grandes questions, peut-être. Oui, Quoi qu'il en soit, on reprend toujours ces figures iconiques. Dans les uchronies les plus célèbres, comme dans la tienne, on reprend des figures célèbres comme Jules Verne ou finalement comme Napoléon. Napoléon, même Valéry Giscard d'Estaing en a écrit une. Donc vous voyez, si vous vous intéressez à l'Uchronie et que vous voulez commencer par quelque chose d'assez ahurissant, vous lisez l'Uchronie de Valéry Giscard d'Estaing. Qui est lui-même presque uchronique. Exactement, voilà. Et donc c'est vrai qu'on a quand même ces figures iconiques. Pourquoi, à votre avis, ça tourne toujours autour des mêmes images? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Peut-être Estelle? Alors justement, je vais me permettre de contredire le modérateur. Très bien, c'est voilà. fait pour. Comment? Tu pourrez m'en vouloir après. Mais je trouve qu'on peut justement varier les images en uchronie. C'est pour ça que j'ai placé la mienne à la fin de l'Antiquité, qui je trouve est une période dont on ne parle pas assez dans des genres ludiques surtout, dans des genres de l'imaginaire, pas assez dans ces visions-là.
parce que c'est une période qui, mine de rien, déjà est passionnante dans toutes les tensions qu'elle abrite pour y mettre des romans. C'est une période hyper haute en couleurs en plus. Enfin, donc c'est super pour y mettre un roman, c'est un décor génial. Mais aussi, c'est une période qui va, comme ce que vous disiez tout à l'heure, qui tend un miroir à la nôtre. C'est une période, quand on la voit notamment du point de vue des Romains de cette époque, qui est le premier point de vue qu'on a dans la série, ils voient changer leur monde et ils voient finir leur monde. Et pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est vraiment une apocalypse et ils ont une vision du monde qui est très sombre à cette époque, qui correspond finalement à une vision du monde que je croise beaucoup aujourd'hui. Donc notamment, c'est une série qui à la base est young adulte, c'est-à-dire vraiment pour ados et adultes. Et oui, je croise beaucoup d'ados à qui on a donné des visions du monde, mais super sombres. En gros, c'est plus tard, vous serez quasiment au chômage, tous, et encore, vous aurez de la chance si vous arrivez à être qu'à moitié au chômage, quoi. Voilà. Et le monde sera détruit par des catastrophes écologiques et tout ça. Et quelque part, cette vision du monde très sombre, on l'a déjà eu à certaines étapes de l'humanité. On l'a déjà eu à certaines époques, dans certaines civilisations, et quand même, on s'en est sorti pour aller vers autre chose. Donc c'était vraiment de ça que je voulais parler dans La Voix des oracles. Disons, souvent, quand même, il y a beaucoup d'Uchronie qui se penchent soit sur un côté vraiment ludique, soit sur un côté vraiment déprimant. L'Uchronie qu'on voit énormément, c'est les nazis ont gagné la guerre, qui, en général, ne remontent pas vraiment le moral. Et c'est vrai. On sauve d'une toute petite frange. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a... Voilà, ou les uchronies napoléoniennes, mais il y a d'autres périodes à interroger et il y a d'autres périodes qui peuvent peut-être parler aussi de la nôtre. Un auteur comme Roland Wagner, par exemple, a pris la guerre d'Algérie, et la mort du général de Gaulle, parce qu'il n'est pas passé justement par le petit Clamart, voilà, alors qu'il devait. Et évidemment, toute la géopolitique européenne et mondiale, et y compris jusque dans l'histoire du rock, a été complètement chamboulée. Voilà. Le roman s'appelle Rêve de gloire. C'est maintenant chez Folio SF. C'est pour moi une des plus grandes uchronies modernes, hein, voilà, avec justement la trilogie de la Lune de Johan Elio, ou en jeunesse Métaux de Yves Grevet. Et puis évidemment, hein, si vous cherchez aussi une série young adulte de fantasy qui utilise l'Uchronie comme mécanisme, La Voix des oracles d'Estelle Faye, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire de ce point de vue-là. Donc on est presque à la fin de ce panel. Moi j'aimerais aussi vous demander quelles sont justement les œuvres qui vous ont marqué dans ces genres-là. Alors bon, on va commencer par Yves Grevet parce que je sais que la question va l'embêter un petit peu. Eh ben oui, j'en ai qu'une à citer. Donc, ouais, dans les uchronies, oui, donc je citais donc le Cadic. Voilà, c'est vraiment celle que j'ai lue et voilà. Donc, qui est actuellement en plus. Oui, alors j'ai pas encore vu la série. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Non, je l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est très très bien. Ouais, elle est pas mal. Bien, moi, je trouve que c'est même moins bancal que ne l'est le roman. Enfin, c'est plus développé peut-être aussi. Donc, c'est vrai que c'est. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Le Maître du Haut Château, hein, c'est une uchronie qui part du principe que les Allemands ont gagné la guerre et que les États-Unis ont été séparés en deux zones distinctes. Une qui est aux sous Allemands, occupation allemande, voilà. Et l'autre japonaise. Et donc sous occupation japonaise. Exactement. Et donc c'est les relations qui se nouent ou pas entre ces deux zones, évidemment. Avec en plus cette idée assez amusante de l'histoire dans l'histoire, puisque à l'intérieur même du Maître du Haut Château, on raconte l'histoire d'un homme qui est le Maître du Haut Château et qui, lui, aurait fait diffuser une histoire qui dit que les Alliés ont gagné la guerre. Voilà, donc c'est d'autant plus de cette façon-là qu'on peut aborder justement l'idée de jeu sur l'histoire. Et que c'est sans doute pour ça que, effectivement, comme vous disiez, Yves, le Maître du Château est une des principales uchronies qui mettent en avant cette version-là, finalement, de l'Uchronie. C'est la question qui, mine de rien, donc une question romanesque assez sympa pour donner de l'ampleur à un roman, c'est est-ce que notre monde est le cauchemar d'un autre ou est-ce que notre monde est le rêve et l'idéal d'un autre ? Voilà. Donc, et sinon, pour l'Uchronie qui m'a marqué, bon, j'ai lu Maître du Château comme tout le monde, mais vraiment, s'il y a un livre qui a fait date pour moi, c'est donc celui de Johan Elliott. Parce que quand j'ai vu qu'on pouvait vraiment déployer toute cette inventivité-là, et en plus pour une Uchronie où les choses vont pas forcément plus mal parce qu'il faut qu'elles aillent plus mal,
oui, je me suis dit, ah ouais, quand même, on peut vraiment s'amuser avec l'histoire, quoi. Et ça a fait très très plaisir quand j'ai lu. Moi, sur l'Uchronie proprement dite, moi c'est Pavane de Keith Roberts, oui. Qui raconte, en fait, c'est si l'Angleterre était restée catholique, en fait, si la Grande Armada n'avait pas coulé, etc. Donc l'Angleterre est restée catholique et toute l'Europe est restée. En fait, ça a imposé le catholicisme dans le monde entier, et c'est une réflexion sur le progrès technique, puisque du coup, ça freine le progrès technique énormément, et donc encore au milieu du XXe siècle, il y a quelques locomotives, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas de. Voilà, donc ces quatre nouvelles en fait qui sont reliées, qui représentent 4 périodes dans l'histoire de l'Angleterre et de trucs. Et l'autre bouquin, moi, qui est un peu un des bouquins fondateurs du steampunk, c'est La machine à différence de Sterling et Gibson, où on a dedans les fameux ordinateurs à vapeur et une sorte de révolution industrielle parallèle. Et c'était intéressant dans ce que ça montrait, d'abord une certaine nostalgie et la recherche de racines des Américains. Et c'est pas un hasard que ce soit né aux États-Unis, le steampunk. C'est aussi une manière de se chercher des racines et de s'en trouver de façon dans la fantaisie, d'une certaine manière. Donc c'est intéressant comme les Américains, cette tendance à transformer toute histoire en mythe d'une certaine manière. Et dans le steampunk, il y a ça. Il y a en sous-jacent une manière d'aller chercher une époque où la civilisation occidentale rayonnait sur le monde entier. Il y a un aspect nostalgique qu'il ne faut pas oublier, en tout cas pour le steampunk, pas pour l'Uchronie d'une manière générale, mais pour le steampunk. Donc c'était intéressant là-dessus. Et en même temps, ce qu'il montre, c'est un 19e siècle qui est assez épouvantable, avec un smog terrible, des conditions de vie sociale terribles. Ça ne cache pas la réalité de l'époque non plus. Ouais, moi, je vais reciter alors hors science-fiction Fatherland, un polar formidable. Et puis, pour revenir vers les genres qui nous intéressent, Roma Eterna, excusez mon latin, de Robert Silverberg. Tout est dans le titre, Rome éternelle, l'Empire romain persiste. Et on suit de la fin, de ce que nous on considère la fin de l'Empire romain jusqu'à l'époque de la conquête spatiale, en gros, un monde sous domination de Rome. Voilà, et c'est construit, c'est une succession de nouvelles, en fait. La construction, c'est une merveille. Alors d'ailleurs, toi-même, tu as écrit un roman qui s'appelle Reconquérant, voilà. qui prend aussi ce genre d'idée. Oui, j'avais imaginé en fait que les Romains avaient pu conquérir le Nouveau Monde, ce que nous appelons l'Amérique, mais ce qu'eux appellent bien sûr différemment. Et puis, à une époque qui aurait correspondu à notre Renaissance, ils reviennent reconquérir l'ancien monde, la vieille Europe. Mais là, le monde a évolué complètement différemment. Et voilà, il y a un choc de civilisation qui se déroule à ce moment-là. Je sais que tu as une nouvelle Uchronie en projet. Est-ce que qui va sortir au mois d'avril voilà, c'est une nouvelle trilogie uchronique, toujours chez Mnemos, dont le titre général est Grand Siècle. Et en gros, pour faire simple, la conquête spatiale sous le règne de Louis XIV. Voilà. Le premier volume s'appelle L'Académie de l'Éther et il sort dans quelques semaines, quelques mois chez Mnemos. Je crois que c'est au mois d'avril. Et tu avais aussi celui-ci, France Atome, qui est une pure uchronie aussi. Petite uchronie gaullienne ou gaulliste, ça je ne sais pas. J'ai juste imaginé, dans la réalité, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui ont récupéré Werner von Braun, donc le spécialiste des fusées nazis, qui était un vrai sale type, un vrai SS, un idéologue absolument pourri, mais un génie scientifique. Et si les Américains ont pu envoyer quelqu'un sur la Lune, c'est en partie grâce à lui. J'ai juste imaginé que c'était plutôt les Français qui l'avaient récupéré, ainsi que pas mal d'autres ingénieurs nazis spécialisés dans les missiles, les fusées, etc. Et donc, c'est sous le général de Gaulle reste au pouvoir, etc. Et la France rayonne jusque dans l'espace dans les années 50, 60, 70. Voilà. En gros, c'est à cause de tout ça qu'on aboutit à la science-fiction dystopique d'Yves Grevet et à la maison où sont enfermés des enfants. Est-ce que vous avez peut-être dans le public une ou deux questions à poser aux auteurs présents sur leur travail, sur leur future parution, sur l'Uchronie elle-même?
Mademoiselle. Moi, j'ai remarqué dans l'Uchronie, ça va souvent vers le pire. Même un événement qui paraît positif au moment de l'Uchronie va entraîner quelque chose de pire. Pourquoi ? Alors, qui veut s'attaquer à cette question ? C'est amusant. Déjà, c'est plus amusant à écrire. Hein. Enfin, je suis désolé, mais c'est... Mais non, mais... Ah oui, la question, c'était... Voilà, assez souvent, c'est vrai, on va vers le pire dans ce genre de récit. On part d'un événement qui est déjà pas forcément amusant et on le pousse dans ses pires retranchements, en quelque sorte. Mais enfin, je pense... Enfin, je parle d'un petit bémol, comme quelque part, il y a certaines doses d'optimisme parfois qui rejaillissent ça et là. Moi, je me suis amusé à rendre hommage aux communards et aux grandes idées de la commune, quand même, à les faire un petit peu triompher par moments. Je préférais que ça se passe comme ça dans la réalité, par exemple. Ça, je trouve que c'est plutôt optimiste, mais bon. C'est peut-être une manière, après, voilà, je fais pas de, enfin j'espère, en tout cas que je fais pas de l'Uchronie dépressive, mais je pense que c'est peut-être une manière aussi pour le lecteur qui lit ça de se rassurer en disant finalement notre monde il pourrait aller encore plus mal, quoi. Et donc quand on en sort, c'est rassurant, je veux dire, on sort du maître du Haut-Château et puis on se retrouve dans un monde où heureusement les nazis n'ont pas gagné la guerre, et quand même c'est en plus, quoi. Alors, donc on n'est pas dans une uchronie, c'est-à-dire que Trump, c'est normal. C'est pour ça que oui, non, mais c'est justement la question, c'est quelle uchronie faire. Est-ce qu'il n'y a pas des uchronies de moments où le monde va bien, quand même, genre l'Uchronie pendant les 30 Glorieuses et tout, où là c'était on peignait des mondes atroces, mais on était sûr que c'était pas les nôtres. Et maintenant, peut-être aussi comment interroger une période qui est objectivement une période pas super joyeuse avec l'Uchronie. Voilà. Est-ce qu'il faut faire des mondes où ça va encore plus mal, comme ça nous rassure quand même? Ou est-ce qu'on peut se dire, ouais, il y a peut-être les moyens de faire les choses autrement? Yves, je ne sais pas si ça va plus mal. C'est marrant. Je ne sais pas si ça va plus mal, en fait. C'est qu'on est simplement peut-être plus conscient de certaines choses. Durant la première révolution industrielle, jusqu'aux années 50, on a exterminé plein d'espèces sans s'en apercevoir. La différence aussi, c'est que... c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec... J'ai pas l'impression qu'on soit forcément dans le pire, en fait. On applique une vision de maintenant à des faits passés. Il est là aussi le décalage. Si réellement... c'est là où on fait un travail d'historien, quelque part. C'est qu'on jette un autre regard, un regard décalé sur des événements passés qu'on imagine, qu'on extrapole, mais c'est quand même c'est pas l'extrapolation qui est forcément intéressante, c'est le regard, c'est la divergence du regard. Je trouve pas que ce soit pire, on fera jamais pire que les camps de concentration, que ce qui est arrivé déjà, en fait. Dans ce qu'on décrit. Ce que je disais finalement. Dans ce qui était une période moins joyeuse, c'est par rapport à la première grosse période des uchronies nazies et autres, qui étaient vraiment des uchronies qui sont quand même beaucoup écrites et qui ont été beaucoup lues pendant les 30 Glorieuses ou pendant des époques ou même encore déjà dans les années 80 et 90 quand j'étais jeune, il y avait quand même dans une partie du monde occidental une impression qu'on allait vers des temps qui allaient quand même aller beaucoup mieux qu'on a moins aujourd'hui. Ah oui, voilà, donc c'était vraiment par rapport à cette période-là où s'écrivaient des uchronies vraiment très déprimantes. Après, évidemment, c'est... En fait, c'est comme si on était passé, j'allais dire, de la déprime des blocs idéologiques qui allaient imposer des dictatures à la déprime du chaos qui fait qu'il n'y a plus de ligne historique. On a l'impression qu'il n'y a plus de ligne historique. Mais finalement, c'est deux déprimes différentes, mais c'est de la déprime quand même. Il y a eu quand même une période entre... Après, c'est peut-être mon expérience qui s'applique à vraiment ou à très petite partie de génération. Mais quand même, voilà, quand j'étais toute môme, bêtement, j'ai passé le mur de Berlin une fois dans ma vie. Ça n'en rajeunit pas. Et là, on sentait vraiment l'aspect fermé, l'aspect bloc. Et puis, quelques années plus tard, même pas, je vois à la télé le mur de Berlin qui tombe, je vois tous les gens qui passent d'est en ouest. Tout à coup, j'ai une correspondante roumaine, alors qu'avant, ils ne pouvaient même pas imaginer venir en France. Après, je suis partie en Pologne, dans des pays qui étaient complètement fermés. Et tout à coup, le monde s'ouvrait. On s'est mis à avoir des présidents, donc un président indien en Amérique du Sud, un président noir aux États-Unis. Il y a eu plein de signes positifs. Et puis, de ce que je vois, notamment, je ne sais pas pour Yves Brevet, parce qu'on a des publics assez jeunes. Bon, après, vous avez une beaucoup plus longue carrière que moi, mais de ce que je vois auprès des ados, avec lesquels, donc aussi, je travaille sur la lecture et l'écriture dans ma banlieue, c'est que par rapport à ma génération,
en une vingtaine d'années, ils ont une vision du monde qui s'est considérablement assombrie. Et est-ce qu'eux, vraiment, vont être demain le public qui va lire des uchronies comme Le Maître du Haut-Château avec le même regard que ce que moi j'ai pu avoir dans les années 80-90, quand je me disais que ça allait mieux. C'est juste que notre regard de notre époque teinte ce qu'on va lire. Pourquoi la dystopie marche aussi bien, d'ailleurs, actuellement? Oui, c'est justement quand j'étais dans le cadre d'une série, donc j'étais devant un public ado il y a quelques mois, où on parlait notamment des dystopies cette fois, c'est-à-dire en gros des sociétés où le monde va vraiment, vraiment plus mal. Et la première question posée, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des dystopies? Et en gros, les professeurs ou les gens plus ou moins de nos âges dans la salle, ils disaient on fait des dystopies pour prévenir. On fait des dystopies pour dire attention, il ne faut pas agir comme ça. Et les ados dans la salle, ce qu'ils ont dit, non mais on fait des dystopies parce qu'au moins quand on a fini de les lire, on se dit que notre monde ne va pas si mal. Yves, d'accord avec ça? Oui, puis on fait des dystopies parce que plus le monde est terrible, plus nos personnages sont héroïques, plus les... Je sais pas, moi, dans Métaux, on empêche les enfants de parler toute la journée, donc le moindre petit dialogue au coin d'un couloir prend une importance énorme et fait un bien fou. Donc c'est aussi parce que c'est notre matière romanesque qui se trouve vraiment enrichie. Enfin, moi, c'est vrai que j'adore plonger mes lecteurs dans des mondes extrêmement sombres, mais parce que je fais naître un peu de lumière et d'espoir là-dedans, alors que normalement il ne devrait pas y en avoir. Et puis c'est la vie qui triomphe. Et puis au bout du compte, c'est jamais des happy end vraiment hollywoodiens, mais par contre c'est quand même des petits happy end quelque part. Et on voit la lumière au bout du tunnel quand même, heureusement. Comme dans Corey Dwayne de Exactement. 4, quoi. Tout à fait. Qui est un personnage quand même extrêmement pétillant et oui, voilà, c'est dynamique et qui veut une vraie guerrière. C'est quelqu'un qui vraiment a envie de voir la lumière au bout et elle y croit tellement que ça finit par arriver. Juste rajouter 30 secondes. Et ce sera le mot final. Mais par rapport aux dystopies plus anciennes, ce que je vois notamment dans la littérature ado, young adulte et tout ça, c'est justement, oui, c'est des mondes sombres, mais avec des personnages qui quand même sont positifs, qui quand même s'en sortent. Ce qu'il n'y avait pas dans 1984, dans Le Meilleur des Mondes, dans La Ferme des Animaux. Et quand même, justement, maintenant, on apporte une touche d'espoir aux lecteurs, peut-être parce que justement, dans le monde d'aujourd'hui, ils en ont d'autant plus besoin aussi. Et puis l'espoir, c'est cool. Ce sera le mot de la fin, malheureusement. Mais en tout cas, je vous engage à retrouver les auteurs sur leur stand. Merci. Où ils vous dédicaceront leurs uchronies. Merci à tous.